avec sincérité, avec un minimum d'humilité. Et sur Vladimir Poutine, vous lui reconnaissez quelques qualités? Vladimir Poutine, c'est un caillou vis-à-vis du nouvel ordre mondial qui est installé par... Et quand on parle de nouvel ordre mondial, on parle de l'oligarchie occidentale qui essaye d'uniformiser le monde dans le cadre de sa propre perception. La simplification, c'est la version BFM et France 24, c'est pas ce que nous disons. Nous sommes dans une complexité parce que nous constatons qu'aujourd'hui, si vous ne vous accolez pas à la réalité du monde promue par l'élite d'Occident, l'élite américaine, l'américanisation du monde, si vous ne rentrez pas dans ce schéma-là, si vous commencez à dire que vous voulez préserver votre culture, que vous voulez préserver votre identité, vous voulez préserver votre paradigme historique de manière générale, on vous dit que vous êtes une population, vous êtes des gens arriérés. Bien, Poutine dit qu'il veut préserver son schéma civilisationnel. C'est son droit. Ce qu'il fait maintenant, sa manière de gérer la vie politique dans son pays, je pense, sans trop me tromper, que c'est le président le plus populaire depuis l'effondrement du mur de Berlin de Russie, et même ses adversaires le reconnaissent. Donc, mais non, je ne suis pas russe, je ne suis pas citoyen russe, j'ai d'autres préoccupations. Comment les Africains ils sont traités en Russie? C'est une question intéressante, c'est un sujet qui est relativement peu abordé par les médias, on préfère souvent parler des minorités LGBT et j'en passe. C'est vrai, je vais vous répondre très clairement, pour bien connaître la Russie, pour bien connaître d'autres pays aussi. Il y a des pays qui n'ont pas le passif de l'esclavage et de la colonisation, et donc dans lequel il y a moins de populations noires qui sont présentes. En France, certains vont dire que les Noirs ont une vie plus paisible. C'est pas qu'ils ont une vie plus paisible. Ceux qui ont connu les violences policières, ceux qui les connaissent encore aujourd'hui, ceux qui sont maltraités à différents endroits, vous diront que ce n'est pas si simple que ça de vivre en France. Néanmoins, parce qu'il y a un compagnonnage et une connaissance du monde africain qui est quand même plus présente en France, en Occident qu'en Europe de l'Est, puisque eux n'ont pas colonisé, n'ont pas esclavagisé comme la France ou comme les États-Unis ou l'Angleterre l'ont fait, eh bien, ils ont le rapport de populations qui ne connaissent pas d'autres populations, et donc il y a une xénophobie qui est présente à certains endroits, qui est réelle, de gens qui viennent découvrir une population et avec laquelle ils n'ont pas forcément envie de se mêler. Et ça tombe bien, j'ai pas forcément envie de me mêler aux Russes ad vitam aeternam. La seule chose qui nous intéresse, parce que nous ne sommes pas des mendiants, nous sommes des Africains qui défendons notre identité, c'est simplement une coordination géostratégique pour qu'il y ait une certaine multipolarité. Il faut qu'il y ait un équilibre des forces. Ça ne peut pas être que l'Occident, ou du moins les États-Unis, parce qu'aujourd'hui l'Union européenne et la France sont le toutou des États-Unis malheureusement, ce qui n'est pas le cas du bas peuple, qui défend sa civilisation, qui défend son identité. Vous allez en Bretagne, vous allez en Normandie, vous allez dans certaines contrées françaises, les gens sont attachés à leur terroir. Et moi je respecte profondément cela. Mais maintenant les élites sont complètement avalées par l'oligarchie américaine, qui propose un way of life qui est adapté à ses canaux, à ses perceptions du monde et qui est imposé au reste de l'humanité. Ceux qui suivent ce schéma-là sont considérés comme des sociétés du progrès et ceux qui refusent ce schéma-là sont considérés comme des sociétés barbares. Je trouve que le simplisme n'est pas de notre côté, mais il est du côté de l'élite occidentale qui, et je le dis et je le répète, persécute y compris son propre peuple. On l'a vu avec les valeureux gilets jaunes qui constituent une mouvance que je respecte profondément. Petit aparté, Kémy Séba, la façon dont Poutine traite la problématique de l'islam, est-ce que c'est un exemple selon vous? Je rappelle que, pour ceux qui ne le sauraient pas, la Russie compte environ 20% de musulmans dans sa population, soit près de 30 millions de Russes. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce sujet? Écoutez, il faudrait demander à des spécialistes russes de l'islam. Il y a des gens musulmans russes qui sont avec Poutine, il y en a d'autres qui sont contre. Moi, je n'ai pas aimé certaines choses qu'il a fait vis-à-vis des Tchétchènes, je ne vais jamais le cacher. Et la géopolitique, c'est pas les feux de l'amour. C'est à un moment donné, c'est la politique de l'émotion dans laquelle certains voudraient nous engluer, mais ça ne marchera pas avec nous. Il y a des choses que Poutine a fait vis-à-vis de certains Tchétchènes qui sont inadmissibles à mes yeux. Et je vous le répète, Poutine n'est pas mon papa, il est le papa peut-être de certains, vous ne me verrez jamais brandir un drapeau russe. Par contre, je sais reconnaître ce qui est fort, Kadyrov et d'autres Tchétchènes et d'autres musulmans russes. Vous dites dans votre vidéo... Juste pour terminer, certains Russes et certaines personnes sous influence russe sont musulmans, d'accord, en Europe de l'Est, et respectent profondément Poutine. Donc, il ne faut pas toujours sortir la partie qui intéresse les gens qui veulent diaboliser la Russie et oublier l'autre. Il faut parler des choses dans leur globalité, dans leur complexité. Et je répète, je le dis que Poutine, à l'heure actuelle, est quelqu'un qui a sa perception civilisationnelle de la Russie et plus globalement de l'Eurasie. C'est une perception du monde qui n'est pas moins valable que le bolivarisme pour l'Amérique du Sud, qui n'est pas moins valable que notre ligne à nous, qui est le panafricanisme. On a compris une chose, les blocs qui contrôlent le monde aujourd'hui, ce sont ceux qui sont capables d'unir dans une démarche justement de bloc civilisationnel. Les États-Unis en sont l'illustration, la Chine dans une autre configuration qui est une addition de diverses provinces historiques en est une illustration. Et je le dis, nous, dans notre démarche, nous voulons cela sans aucun impérialisme. Les Russes ont une façon de voir le monde qui est la leur, qui n'est pas la nôtre, mais simplement, ce que je constate, c'est que quand l'oligarchie occidentale, qui est responsable d'avoir mis la planète à feu et à sang depuis des siècles, a du mal avec la démarche géopolitique de Vladimir Poutine,
Je me dis qu'il faut prêter l'oreille sur ce qui se passe sans idéaliser, sans hagiographier, sans dire que c'est un messie ou un héros, un homme parfait, parce qu'il est loin de tout ça. J'ai beaucoup de reproches à lui faire. Les Africains... Vous dites quand même dans votre vidéo que Poutine n'a pas le sang de l'esclavage et de la colonisation sur les mains. Mais c'est une réalité. Est-ce que c'est une raison pour le soutenir quand même dans toutes ses visées expansionnistes? Non mais rassurez-moi, vous n'avez pas retenu que c'est 2 centièmes de seconde que j'exprimais, que j'exprimais, selon vous, pas pour beaucoup de gens qui l'ont regardé, la vidéo a été vue plus de... Ouais, elle n'a pas encore censurée. On peut encore la trouver. D'ailleurs, j'invite tous les gens à la regarder pour se faire leur propre opinion. Elle n'a pas à être censurée. Je m'attaque aux dirigeants africains dedans, je m'attaque à l'oligarchie de l'Occident dedans, je m'attaque à l'OTAN dedans. Je suis la personne, je pense, qui, sur la place publique, balaie le plus devant sa porte. Il faut qu'on soit capable de le dire. Nous faisons partie de ceux qui disent que une civilisation n'est détruite par l'extérieur que si elle est rongée de l'intérieur. Donc je suis le premier à balayer devant notre porte par rapport au problème des dirigeants africains et de leur malgouvernance et de leur corruption systématique. Je ne fais pas partie de ceux qui disent que le problème c'est toujours les autres. Je dis que si les autres viennent se servir, c'est parce que nos dirigeants sont déjà dans une démarche d'irresponsabilité et je n'ai pas le temps de me victimiser, de me plaindre sur quoi que ce soit. Simplement, je dis qu'il ne faut pas qu'on ferme les yeux. Aujourd'hui, le monde tel qu'il est constitué, et le propos du président Maduro du Venezuela aurait dû, il n'a pas été trop diffusé, évidemment, sur France 24 ou sur... ouais, ça c'est mon équipe qui tweet, moi je suis pas trop sur Twitter, plus sur Facebook, beaucoup plus sur Facebook et Instagram, mais Maduro, qui n'a rien à voir a priori... Vous savez qu'il y a un nouveau réseau qui s'appelle Getter, où il n'y a aucune censure. C'est le partenaire de notre émission, je vous le dis, parenthèse. Ouais, et je vous invite à... Nous observerons cela. Nous essayons de porter la voix de tous ceux qui se reconnaissent en notre propos et qui sont quand même très nombreux sur le continent africain dans la diaspora. Et nous disons, par rapport à une démarche telle que celle du président vénézuélien, quand Maduro dit que ce que fait Poutine, il lutte contre l'arrogance occidentale, contre l'impérialisme occidental, et que tous ceux qui sont agressés par cet impérialisme occidental doivent se sentir concernés. Quand M. Khamenei, le guide suprême de la République islamique d'Iran, pareil, tous ces gens-là ne sont pas mes modèles ou mes pères, mais ils ne sont pas, pour moi, plus critiquables que l'oligarchie occidentale. Ce sont des gens qui s'opposent à une hégémonie d'une catégorie de l'humanité et qui estiment que tous les peuples doivent vivre en conformité avec leur identité, avec les valeurs qu'ils prônent. Eh bien, moi, je me retrouve beaucoup plus dans cette démarche-là, je vous le dis clairement, que dans la démarche promue par Emmanuel Macron, Mr. Biden et tous les pilleurs en col blanc qui se font passer pour les humanistes alors qu'ils ont le sang de trop de population sur les mains. Bon, ça c'est votre opinion en tout cas. Et je l'affirme. Est-ce que vous comprenez qu'Émile Sebag, que les pays d'Europe de l'Est, de l'Ukraine aux pays baltes, en passant par la Pologne, est une peur bleue de la Russie et ne souhaite en aucun cas retourner dans sa sphère d'influence, quitte à devenir, je vous cite, un vassal assumé des États-Unis? Vous avez fait un référendum pour ça? Vous dites que tous ces pays, vous avez déjà mis le pied dans l'un de ces pays? Vous ne reconnaissez pas quand même que la Russie s'est mal comportée avec les peuples de l'Est de l'Europe à l'époque de l'Union soviétique et qu'ils auraient peut-être des raisons d'avoir peur d'elle? Je vous pose une question en toute sincérité. Est-ce que vous êtes, vous, déjà rendu dans ces contrées? Est-ce qu'il y a un référendum officiel qui a été effectué pour nous dire que tous ces pays ont peur de la Russie? Vous êtes certain de ça? Dieu nous a donné une chance, c'est qu'il y a une diaspora africaine qui est présente partout dans le monde, même si j'aimerais qu'elle soit plus présente dans nos contrées. Vous voyez quand même le mouvement des réfugiés qui s'opèrent et qui quittent l'Ukraine, c'est pour quitter la guerre, mais peut-être aussi parce que pour certains, ils ont de plus en plus peur peut-être que ce conflit s'élargisse à d'autres pays voisins. De vous à moi. Si vous êtes dans une guerre, vous êtes au milieu de 2 personnes qui sont en train de s'agresser. Parce que c'est ça. Envie de partir. Vous avez envie de partir, même si vous soutenez peut-être plus l'un que l'autre, si vous pensez que vous pouvez perdre votre famille et avoir des blessés, vous partirez. Il faut qu'on arrête de nous faire croire, ça aussi c'est la campagne médiatique, le matraquage médiatique de France 24, que les gens qui partent, ça veut dire qu'ils partent parce qu'ils sont contre les méchants russes en tant que tels. Il y a 40 millions d'Ukrainiens. Il y en a beaucoup qui sont déplacés parce que Kiev aujourd'hui et toutes les villes autour sont objectivement la cible d'un conflit. Mais je vais vous donner une petite histoire qui va permettre quand même de comprendre les choses. Je vous parlais tout à l'heure du fait que pour comprendre une histoire, il faut comprendre l'introduction, le développement et la conclusion. J'ai bien appris mes leçons. Le problème, c'est que les médias occidentaux nous présentent la conclusion comme le résumé de la rédaction. Mais le développement et l'introduction, c'est comme si vous avez au hasard, sur le seuil d'une maison, le propriétaire d'une maison qui s'appelle par exemple Vladimir Poutine et toute sa famille, par exemple, par hasard, la Russie qui serait dans cette maison. Juste devant lui, on a son voisin Ukraine qui est là et qui est encouragé par un certain nombre de riverains à l'insulter, et toute cette bande de riverains jette des cailloux, crache sur la maison, sur le seuil de Vladimir Poutine qui reste stoïque devant sa porte pendant des années, qui dit « Arrêtez s'il vous plaît, arrêtez ».
Sinon, à un moment donné, vous allez dépasser les limites. Il continue à crier, il continue à cracher, il jette des projectiles. Pendant ce temps, Vladimir Poutine dit à sa famille, préparez, s'il vous plaît, des munitions, parce qu'il dépasse les limites, et à un moment donné, il faudra qu'on réagisse, sinon c'est l'humiliation totale. Au moment où il dépasse... Mais quand vous agressez tout le temps quelqu'un, vous l'isolez, vous lui crachez dessus, vous le menacez, vous lui braquez des armes devant lui, il ne dit rien, il ne fait rien, il reste calme pendant un certain nombre de temps. Et au moment où maintenant le propriétaire qui est sur le seuil de sa maison décide de quitter le seuil de sa maison et de dire « vous avez dépassé les limites, puisque c'est comme ça, il faut que vous puissiez répondre de vos actes », les caméras se braquent et on montre la réaction de celui qui a été agressé depuis des années comme étant soi-disant l'agresseur alors que c'est l'entité agressée. Faites preuve de dignité intellectuelle et politique, de virilité politique pour résumer les choses telles qu'elles sont et non pas avec une malhonnêteté chronique digne des médias occidentaux, comme le disait Michel Collomb, qui sont les médias mensonges par excellence, malheureusement. Alors, je vais encore me faire l'avocat pour vous, sans doute, du diable, mais on a l'impression quand même, quelque part, que vous légitimez le comportement aussi souvent de la Russie d'aujourd'hui par donc ces humiliations qu'elle a ou qu'elle aurait pu subir dans les années 90, notamment après l'effondrement de l'URSS. C'est en tout cas ce qu'on peut penser, si on veut vous contredire. Plus généralement, cette façon d'aborder les choses, est-ce qu'elle pose pas quand même un problème de fond? En tout cas, un peu à mon sens, la question est de savoir, est-ce que les souffrances, les humiliations, les affronts du passé donnent des droits sur le présent? On ne parle pas du passé. Le fait que l'OTAN envoie des formateurs canadiens pour former les diverses armées, notamment en Ukraine et dans d'autres endroits qui entourent la Russie. C'est pas une posture victimaire. Non, la posture victimaire, c'est les médias occidentaux et votre propos, même si, comme je vous le dis, je n'ai rien contre moi, vous, je pose des questions. Et moi, je vous réponds. La posture victimaire, c'est vous présenter, soi-disant, l'Ukraine en essayant de l'extraire du contexte de l'instrumentalisation de l'OTAN, de l'Union européenne et de l'Occident, la présenter comme la pauvre victime qui n'aurait jamais rien fait, alors que l'Ukraine est instrumentalisée par des forces belligérantes qui n'ont qu'une seule obsession, assujettir, éteindre Vladimir Poutine et la Russie. Je dis que les victimes, les pseudo-victimes, c'est ce que vous dites. La population trinque, moi je condamne la guerre quelle qu'elle soit. Qu'on soit clair. Mais il faut qu'on parle de qui a commencé la guerre et de qui répond. Si vous me faites la guerre pendant X années, que je ne dis rien, et qu'à un moment donné je réagis, et qu'on filme uniquement comme moi je réagis pour me criminaliser, en me faisant passer pour l'agresseur alors que je suis au départ l'agressé, celui qui est dans l'autodéfense devient l'agresseur dans la manipulation médiatique, mais pas dans la réalité des faits. Poutine est dans une démarche et dans une dynamique d'autodéfense, et tous ceux qui lisent le monde en dehors des lunettes des médias occidentaux savent que ce que nous disons est une réalité. C'est pour ça qu'en Afrique, notre opinion aujourd'hui est majoritairement relayée, que dans la diaspora, dans les Caraïbes, c'est majoritairement relayé, et j'irai plus loin aussi. Vous allez en Amérique du Sud, vous allez au Moyen-Orient, beaucoup de personnes parmi le peuple savent que Poutine n'a fait que réagir, mais n'est pas l'agresseur primordial. C'est très important de le dire. Ce qui ne signifie pas que je suis heureux de voir une ville assiégée, ce qui ne signifie pas, de la même façon qu'en Syrie, on nous a présenté Bachar al-Assad comme l'ultime diable, l'ultime démon. On n'explique pas les mécanismes géostratégiques qui ont entraîné la situation dans laquelle il est aujourd'hui, dans laquelle il était, de la même façon que pour Kadhafi, on nous a présenté Kadhafi comme l'ultime diable, sans expliquer les différentes démarches de déstabilisation dans lesquelles il a été malheureusement entraîné. Je le dis et je le répète, une histoire ne se résume pas à sa conclusion. C'est une introduction, c'est un développement et c'est une conclusion. Si vous racontez une partie de l'histoire, vous aurez sur votre chemin ceux qui connaissent et qui ont étudié un peu plus l'histoire que vous sur un certain nombre de points. Quand je dis vous, je parle du vous global par rapport, malheureusement, aux entités fragilisées qui se laissent manipuler par les médias, des informateurs occidentaux. Il y a une introduction, il y a une conclusion, il y a peut-être un développement aussi. Je l'ai dit, non, je l'ai dit. Est-ce que l'attitude